Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Actual Foot pour le troisième épisode de cette série, ici la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui on a rendez-vous dans le pays des tacos et des sombreros. Bienvenue au Mexique. Déjà une petite parenthèse, en tant que supporter lyonnais, je suis fier de le dire et qu'on a une ligne en plus dans notre palmarès, voilà, par rapport aux autres clubs. On est la ville principale des tacos en France. Donc n'hésitez pas à aller manger des tacos à Lyon, c'est aussi bon qu'au Mexique. Maintenant, on va passer dans la présentation, on va rentrer dans la présentation du troisième pays qui va accueillir la Coupe du Monde, le Mexique, qui est clairement le pays principal en termes d'ambiance en Amérique du Nord. C'est clairement le meilleur, où on verra les plus belles ambiances et les meilleurs supporters dans le stade. Ça c'est sûr, en termes de culture foot, on est bien au-dessus du Canada et des États-Unis. Donc il y a 3 stades au Mexique qui vont accueillir la Coupe du Monde. À Guadalajara, avec l'Estadio Akron. À Monterrey, avec l'Estadio BBVA. Et à Mexico, avec le stade principal d'ailleurs de la sélection mexicaine, et l'Estadio de Azteca. Maintenant, passons à la devinette classique de cette vidéo. Quelle est la capitale du Mexique? 3 secondes pour y répondre. Eh bien joué, c'est Mexico, la capitale du Mexique. Waouh, va chercher midi 14h. Ils sont beaucoup plus originaux dans leur championnat, vous verrez. Direction maintenant la Liga MX. Donc, vous connaissez les formats nord-américains, c'est bordélique. Eh bah, dites-vous qu'au Mexique, il n'y a pas un champion, il y en a 2. Voilà. En fait, il y a le championnat d'ouverture, l'Apertura, qui se joue de septembre à décembre environ, et le championnat de fermeture, la Clausura, qui se joue de janvier à mai. Et il y a 18 équipes dans le championnat mexicain, les 18 même jouent le championnat d'ouverture et de fermeture. Il n'y a pas un championnat qui vaut plus que l'autre. C'est vraiment, il y a 2 champions véritables au Mexique par an. Donc du coup, il n'y a pas de phase aller-retour, parce que sinon vous imaginez les calendriers, ce serait monstrueux. Seulement une phase aller, donc 17 matchs par équipe, et à la fin de la saison régulière, c'est comme au Canada, donc il y a des playoffs avec le premier qui affronte le 8e, le deuxième qui affronte le 7e, etc. pour des quarts de finale, demi-finale et finale. D'ailleurs, voilà, j'aime pas ce format parce que pour moi, le meilleur du championnat, un championnat, c'est censé récompenser la régularité en fait. Donc moi, j'aime pas trop, mais bon. Actuellement, dans le championnat d'ouverture, la saison régulière est terminée. Le leader, c'était le Deportivo Toluca. Et pour les phases finales, là, on est justement à la finale aller, parce que la finale se joue en match aller-retour. Finale aller entre le Deportivo Toluca et les Tigres. C'est entre le premier et le deuxième de la saison régulière. Donc là, on a eu un peu de chance par rapport au mérite. Le Deportivo Toluca qui a perdu 1-0 à l'aller. Donc voilà, la finale, si ça intéresse grand monde, c'est lundi à 2h du matin. Voilà. Donc, à noter, je fais de la promo pour le championnat mexicain. Donc, à noter d'ailleurs, le pire dans tout ça, c'est que le système de relégation. Alors là, c'est quand même exceptionnel. Même si ça peut être une bonne chose si on y réfléchit. Mais c'est juste très très original. Comme le football proposé par Monaco d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de système de relégué à la fin de la saison régulière en fait. À la fin de la saison. C'est-à-dire que si tu finis dernier ou avant-dernier de la saison, t'es pas relégué. Parce qu'il faut finir avant-dernier ou dernier en fonction du classement établi sur les 5 dernières années. Je vais prendre un exemple, le Club América par exemple. Imaginons ils font une saison catastrophique la saison prochaine, dernier au championnat d'ouverture, avant-dernier au championnat de fermeture, ils vont pas descendre parce que ils ont fait des très bons résultats sur les 5 dernières années. Donc voilà. Est-ce que ça pourrait permettre par exemple à la Ligue 1 de garder une certaine compétitivité aussi avec les grands clubs? Franchement, je suis pas fermé à cette idée. A noter que le meilleur buteur de l'histoire du championnat mexicain, c'est Evanibaldo Castro, avec 312 buts, ce qui est quand même pas mal. Et le plus capé, c'est Oscar Pérez, avec 741 matchs joués. Donc le niveau, vraiment au point. Franchement, très très développé par rapport au championnat américain, où c'est l'autoroute A10 dans les défenses, aucune tactique, et le championnat canadien, je vous en parle même pas. Avec un développement des jeunes qui se développe de plus en plus vraiment au Mexique. Par exemple,
environ de 60 à 70% de la sélection mexicaine actuelle est composée de championnats qui évoluent, de joueurs qui évoluent dans le championnat local. Donc quand même, et en plus tu mélanges ça avec des joueurs de haut niveau qui sont pas encore sortis de leur retraite. Hein. Sergio Ramos, l'ancien joueur du Real, qui est encore monstrueux à Monterrey, franchement, il a gardé du niveau, il a encore marqué en quart de finale, en demi-finale, pardon, de la phase finale du championnat mexicain. Angel Correa, qui était encore très bon avec l'Atlético Madrid qui a signé cet été, Sergio Canales, l'ancien du Betis, ou encore Diego Lainez, André-Pierre Gignac, bien sûr, Lucas Ocampos. Donc c'est quand même un championnat qui garde vraiment du niveau et qui est tactiquement très très discipliné. Maintenant, on va passer à l'histoire de la sélection mexicaine. Alors au classement FIFA, ils sont 15e, mais sans diminution vu les résultats actuels. Le plus capé de la sélection, c'est Andrés Guardado, avec 181 sélections, encore un ancien joueur du Betis. Et le meilleur buteur, c'est Javier Hernández Chicharito, avec 52 buts, qui était connu notamment pour sa qualité de super sub, l'ancien joueur du Real Madrid et surtout de Manchester United. Le premier match officiel du Mexique, c'était contre le Guatemala, lors d'une victoire en 1923. Et la plus grosse victoire d'ailleurs de son histoire, c'était contre les Bahamas, 13 buts à 0, le 28 avril 1987. C'est le record pour l'instant de cette série. La plus grosse défaite, par contre, c'était contre l'Angleterre, 8-0. L'Angleterre en 1961, de Bobby Charlton, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut les pardonner? Moi, perso, oui. Le plus titré en Gold Cup, hein, c'est bien sûr le Mexique. 13 titres sur 24 phases finales. Voilà, une domination sans partage du Mexique et des États-Unis vraiment sur cette compétition. Avec une finale de Copa América en 1993 et en 2001 sur 11 phases finales quand même. Une Coupe des Confédérations remportée face au Grand Brésil des années fin des années 90, début des années 2000, donc en 1999, et ils ont disputé 7 fois la phase finale d'ailleurs de cette Coupe des Confédérations. Et d'ailleurs pour montrer aussi leur attachement au développement des jeunes, ils ont remporté 2 titres de Coupe du Monde du 17 en 2005 et en 2011. Et en parlant de la Coupe du Monde, ils ont disputé 17 phases finales quand même, et là avec la Coupe du Monde de 2026, ça va être leur 9e Coupe du Monde consécutive. Pour vous dire, c'est mieux que la France, quand même. Donc c'est quand même à souligner. La meilleure performance aux Coupes du Monde, c'était un quart de finale en 1970 et en 1986, 2 fois à domicile. Donc peut-être un bon présage pour cette Coupe du Monde. Maintenant, passons à la sélection actuelle. Donc le sélectionneur, c'est Javier Aguirre, alors lui fait des allers-retours sur le banc du Mexique. C'est son 3e mandat déjà. Et il a bien commencé, notamment avec une victoire, notamment au Gold Cup, en finale, très convaincante d'ailleurs face aux États-Unis. Mais depuis, ça va pas. Il reste sur 6 matchs consécutifs sans victoire. Dans l'ordre donc, une défaite face au Paraguay 2-1, 0-0 moribond contre l'Uruguay, 1-1 face à l'Équateur, défaite 4-0 contre la Colombie, 2-2 contre la Corée du Sud et 0-0 contre le Japon. Donc, c'est pas fameux. Pourtant, je vous assure, c'est une équipe qui quand même essaye de jouer, qui a quasiment tout le temps la possession, qui domine très très souvent ses rencontres, déjà surtout de manière territoriale. Par exemple, contre le Paraguay, ils ont manqué vraiment d'efficacité, mais ils ont 72% de possession. Même contre la Colombie, quand ils se sont fait tarter 4-0, ils ont eu 59% de possession. Et même contre les États-Unis, et qui, comme on l'a dit, a l'habitude d'avoir la possession, de prendre le jeu à son compte, ils l'ont eu la possession, et à quasiment 60%. Donc c'est une équipe qui a le ballon, qui aime avoir le ballon, prendre le jeu à son compte, et avoir la domination territoriale. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de déchets dans la finition. Mais d'abord, il faut souligner que il y a très peu de résidus techniques, de déchets techniques, parce que en moyenne 85% de passes réussies, par exemple Edson Alvarez et Johan Vázquez, qui sont les 2 plates tournantes de cette équipe, tournent sur les derniers matchs, même surtout Johan Vázquez
jamais à moins de 90% de passes réussies, ce qui est quand même énorme. Mais le problème, c'est qu'à chaque perte de balle, même minime, se transforme en une occasion dangereuse, mais très 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 dangereuse. Avec une défense trop lente, c'est des mobilettes. Malheureusement, on l'a dit, hein, Johan Vasquez qui a un très bon placement et un déchet et un niveau technique pardon au-dessus de la moyenne. Le problème c'est qu'il compense sa vitesse par son placement et César Montes c'est à peu près la même chose. Lui il est bon dans les duels physiques aériens mais au niveau de la vitesse c'est pas ça du tout. Et en plus ils sont très maladroits. Par exemple, ce qui est marrant c'est que par exemple contre l'Équateur ils ont concédé 3 pénaltys. Voilà, petit crédit au gardien qui en a arrêté 2 quand même. Donc la moindre erreur est facile d'utilisation. Donc c'est ça le problème. Et en plus, il y a une finition qui est très très mauvaise. Sur les 4 derniers matchs par exemple, il n'y a jamais un match où ils ont cadré plus de 4 fois. Par exemple, 3 tirs cadrés sur 10 contre l'Uruguay, 4 sur 13 contre l'Équateur, 6 sur 17 contre la Corée du Sud. Un bien mauvais élève, vous me direz. Mais encore une fois, ils se créent des occasions. Ils essaient de jouer. Il y a un XG qui est souvent très très important, notamment contre la Corée du Sud. Et en plus, ils n'hésitent pas à tenter de loin, notamment par l'intermédiaire d'Edson Alvarez par exemple. Maintenant, on va passer à la composition probable pour cette Coupe du Monde. Dans les buts, ça va être normalement Luis Malagón, le gardien du Club América. Non, malheureusement, ça va pas être Guillermo Ochoa qui est dans une situation sportive très délicate à l'AEL Limassol, qui a joué 3 matchs depuis le début de la saison. C'est très compliqué pour Guillermo Ochoa, monument au Mexique, je le rappelle, qui a disputé 5 Coupes du Monde consécutives. Ça va être la 6e si il est sélectionné, et peut-être qu'il va être sélectionné en tant que gardien numéro 3, mais sûrement qu'il ne sera pas titulaire pour cette Coupe du Monde. En défense, ça va être Israël Reyes à droite, le latéral du Club América, qui est aligné sur les derniers matchs. César Montes, encore une fois, le défenseur central du Lokomotiv Moscou. Aux côtés de Johan Vasquez pour la charnière. Johan Vasquez qui est peut-être le joueur à suivre, le joueur du Genoa, estimé à 14 millions, qui a encore une fois un très bon niveau dans les relances, qui n'hésite pas à casser des lignes balle au pied. Voilà, un bon défenseur comme on les aime. Et Jesus Gallardo à gauche, qui apporte pour moi plus de garantie que Matteo Chavez dans cette défense, notamment le côté défensif et offensif. Au milieu de terrain, Edson Alvarez qui est dans la concurrence, qui est vraiment concurrencé au Fenerbahçe. Pour moi, il fait pas un bon début de saison. Là, au moment où je parle dans cette vidéo, ils ont joué un match de Ligue Europa, ils ont gagné 4-0. C'est un match très convaincant, il n'a pas démarré titulaire. Voilà. Mais encore une fois, c'est une plate tournante dans cette équipe. Donc il va démarrer titulaire dans cette équipe du Mexique malgré sa saison contrastée avec le Fenerbahçe. Et il va être aux côtés de Marcel Ruiz, le joueur du Deportivo Toluca, qui est pareil, techniquement c'est pas mal, un peu à la Fabien Ruiz un petit peu, et Orbelin Pineda, le joueur de l'AEK Athènes. À noter que Luis Chavez, qui était un cadre de l'équipe en 2022, qui est un joueur très talentueux, s'est fait les ligaments croisés et devrait revenir en avril. Donc c'est très très peu probable vraiment de le voir pour la Coupe du Monde cet été, surtout en tant que titulaire. Et en attaque, pour moi, alors même s'il y a Roberto Alvarado, je pense que le titulaire à droite ce devrait être le papy de 78 ans que vous connaissez tous, Lozano, qui devrait être titularisé à droite, même s'il peut jouer à gauche. Il joue souvent à gauche. Avec San Diego, il est en forme, mais là il devrait jouer à droite pour laisser sa place à gauche à Alexis Vega, qui est une valeur sûre de cette sélection. Et en pointe, ça devrait être Raúl Jiménez. Parce que Santiago Jiménez, malgré qu'il ait empilé les buts avec le Feyenoord depuis son arrivée au Milan AC, c'est 4 buts avec le Milan en 28 matchs. Il est dans la rotation, il est même plus là en fait, sous Massimiliano Allegri. C'est un des joueurs qui a raté le plus d'occasions en Serie A. Voilà, c'est très très compliqué en termes de réalisme. Et en plus, dans la sélection, il n'est pas très justement, pareil, hein, il a les mêmes déchets techniques. Alors que Raúl Jiménez, qui devrait être titulaire, c'est un monument dans cette sélection. 124 sélections, 45 buts. Raúl Jiménez, qui encore marque dans les matchs amicaux. À chaque fois que le Mexique marque, il est présent. C'est un joueur qui est très complet physiquement notamment, et qui est capable d'aller chercher n'importe quel ballon aérien.
ça devrait être sa dernière Coupe du Monde. Et pour moi, c'est le joueur à suivre dans cette sélection mexicaine. Voilà pour ce troisième épisode de cette série, ici la Coupe du Monde 2026. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et à partager. Et je vous dis à très bientôt pour le quatrième épisode dans ici la Coupe du Monde 2026.